Actuellement, 4 petites planètes de type terrestre gravitent autour d'un des systèmes stellaires les plus proches de nous. On parle ici du deuxième plus proche. Ces petits mondes rocheux ont chacun une masse d'environ 20 à 30% de celle de la Terre. Donc pas tout à fait une Terre version 2.0, mais néanmoins assez solide. Est-ce que l'un d'eux deviendra notre nouvelle maison un jour? Eh bien, ils sont tous assez proches, donc les humains du futur pourraient en fait les visiter un jour, pas l'année prochaine ni rien, mais nous pourrions potentiellement y envoyer des missions. Ne vous attendez pas à des voisins extraterrestres, cependant. Ces planètes ne sont probablement pas habitables. Du moins, pas par quelque chose que nous reconnaîtrions. Jetons un coup d'œil à eux. Les planètes s'appellent Barnard B, C, D et E. Comme c'est créatif, n'est-ce pas? La plus proche a une masse de 26% de celle de la Terre. La deuxième est un peu plus grande, avec une masse de 30% de celle de la Terre. La troisième a 4% de masse en plus par rapport à la précédente. Et la plus éloignée est... Non, ce n'est pas la plus grande. En réalité, c'est juste un bébé, avec une masse de 19% de celle de la Terre. Toutes les planètes sont probablement rocheuses, comme les planètes internes de notre système solaire. Elles orbitent très près de leur étoile. C'est la raison pour laquelle elles ne prennent que quelques jours, moins d'une semaine, pour faire un tour complet. Alors, qu'en est-il de cette étoile autour de laquelle ces petits gars tournent? Elle s'appelle l'étoile de Barnard. Les astronomes ont toujours eu l'intuition qu'il pourrait y avoir au moins une planète en orbite autour d'elle. Tout d'abord, cette étoile est super proche, en termes cosmiques, bien sûr. Seul le trio d'Alpha Centauri est plus près de nous. L'étoile de Barnard se trouve à un peu moins de 6 années-lumière, ce qui est essentiellement à côté. En même temps, elle n'est pas comme notre Soleil. L'étoile de Barnard est une naine rouge, le type d'étoile le plus commun qui existe. Elle n'a qu'environ 1/6 de la masse du Soleil. Mais les naines rouges sont une mine d'or pour apprendre sur les planètes hors de notre système. Et étudier l'étoile de Barnard peut aider les scientifiques à comprendre à quoi ressemblent les planètes autour d'étoiles solitaires, comme notre Soleil ou cette naine rouge. Ou quel type d'environnement ces planètes pourraient avoir. Et surtout, nous pourrions enfin trouver la réponse à cette question super importante. L'un de ces endroits pourrait-il réellement abriter la vie? Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il pourrait y avoir une grande géante gazeuse semblable à Jupiter qui se trouvait près de l'étoile de Barnard. Tout cela parce que l'étoile a une petite oscillation. Il semble qu'elle se déplace vers et loin de la Terre avec le temps, donc quelque chose pourrait l'attirer. Il est intéressant de noter que ce n'était pas une planète géante qui exerçait cette attraction. Selon une étude de mars 2025, il s'agit en fait de 4 petites planètes rocheuses, chacune ayant environ 4 fois la masse de Mercure. Un jour, elles se sont alliées et ont commencé à exercer une traction ensemble sur l'étoile. Ces planètes sont incroyablement proches de leur étoile, si proches qu'elles peuvent en faire le tour en seulement quelques jours. Malheureusement, à cause de cela, elles pourraient être beaucoup trop chaudes pour héberger quelque chose comme la vie. De plus, puisque ces 4 semblent expliquer tous les mouvements de l'étoile, les chercheurs pensent qu'il n'y a probablement rien d'autre en orbite dans la zone habitable. Donc, il n'y a pas de Terre 2.0 en orbite autour de l'étoile de Barnard. Pourtant, c'est une découverte impressionnante, surtout sachant que cette étoile est fondamentalement notre voisine cosmique. De plus, le système ne restera peut-être pas hors de portée éternellement. Avec des moteurs à fusion nucléaire ou des voiles solaires, des systèmes de propulsion futuristes qui pourraient rendre le voyage bien plus rapide, nous pourrions probablement y aller un jour. Et alors, nous découvrirons enfin si ces mondes sont vraiment sans vie, et peut-être même les coloniserons-nous. Maintenant, voyons comment les scientifiques ont découvert les planètes cachées de l'étoile. Habituellement, les astronomes repèrent les exoplanètes lorsqu'ils les voient traverser devant leurs étoiles et bloquer ainsi une partie de la lumière. Mais l'étoile de Barnard est délicate car, de notre point de vue, c'est comme si nous regardions le système d'en haut, donc ces planètes ne bloquent pas la lumière de la manière habituelle. C'est pourquoi ils l'appellent le grand cachalot blanc de la chasse aux planètes. Pour contourner cela, les chercheurs ont utilisé un instrument ultra-sensible appelé Maroon X, attaché au télescope Gemini North sur le volcan Mauna Kea à Hawaï. Sur 112 nuits réparties sur 3 ans, le télescope a détecté de minuscules changements dans le mouvement de l'étoile. Ces déplacements ont permis aux scientifiques de déterminer combien de planètes doivent tirer sur l'étoile, ainsi que d'estimer leur taille. Au début, ils ont trouvé 3 planètes. Mais ensuite, ils ont utilisé un autre appareil, délicieusement appelé Espresso.
est situé au Very Large Telescope au Chili. Et ce n'est qu'après une dose de cet espresso qu'ils ont découvert une quatrième planète. En combinant les données des deux instruments, ils ont pu dire, plus ou moins avec confiance, que leur découverte était solide, pas seulement des anomalies aléatoires dans les données. Bien que les naines rouges comme l'étoile de Barnard soient le type d'étoile le plus courant dans l'univers, la plupart sont beaucoup trop éloignées pour que nous puissions facilement observer des planètes autour d'elles. Ces nouvelles découvertes suggèrent que de petites planètes rocheuses pourraient être assez courantes autour de ces étoiles. Et c'est énorme pour les découvertes futures. Maintenant, découvrir de nouvelles exoplanètes, c'est vraiment génial. Mais ce pourrait être encore plus excitant de s'attarder sur leur naissance et leur évolution. Et une étude récente a fait la découverte la plus plaisante qui soit. Des exoplanètes nouvellement nées pourraient en fait ressembler à des Smarties, ce bonbon britannique populaire, plutôt qu'à des sphères. Nous avons toujours un peu supposé que les jeunes planètes naissaient en forme de boule. Mais elles pourraient être des sphéroïdes oblongs à la place. Une équipe de scientifiques de l'université du centre du Lancashire en Angleterre a utilisé des simulations informatiques pour construire un modèle de la formation des planètes dans les disques de gaz dense entourant de jeunes étoiles. Ensuite, ils ont comparé ces modèles avec des observations réelles et ont remarqué que les jeunes planètes prenaient des formes assez inhabituelles. Le problème est que même si près de 6000 exoplanètes ont été découvertes jusqu'à présent, les astronomes ne comprennent toujours pas clairement la succession des événements marquant leur naissance et leur évolution précoce. Mais cette nouvelle recherche pourrait enfin éclaircir ce processus. Ainsi, les astronomes ont examiné les mécanismes de formation des planètes géantes gazeuses comme Jupiter et sont parvenus à la conclusion que les planètes se construisent à partir de leur centre. Par la suite, les chercheurs se sont concentrés sur les formes initiales de ces planètes. Ils étaient également intéressés par la façon dont ils pouvaient favoriser la croissance de ces graines planétaires. Comment pourraient-elles se transformer en de telles planètes massives, certaines d'entre elles étant plus grandes que les plus grands géants de notre système solaire? Selon la théorie standard de la formation des planètes, une telle croissance se produit de manière progressive et douce. Tout d'abord, les particules de poussière commencent à s'agglutiner, se transformant en objets de plus en plus grands. Ce processus dure très longtemps et est connu sous le nom de accrétion de noyaux. C'est le modèle de formation planétaire que les scientifiques privilégient. Il existe une autre théorie selon laquelle la naissance des planètes pourrait se produire sur des périodes plus courtes. Cette idée implique un disque protoplanétaire, un disque de gaz qui constitue 99% de sa masse, et de poussière, environ 1%. Ce disque orbite autour d'une étoile nouvellement formée, et hypothétiquement, les planètes pourraient se former à partir de ce nuage. Les disques protoplanétaires sont probablement des sous-produits courants de la formation stellaire. Ils peuvent aller de 0,001 à 0,3 masses solaires. À l'intérieur de ces disques, la matière se déplace lentement vers l'intérieur et les particules de poussière grossissent jusqu'à atteindre la taille de galets. À un certain moment, après 2 à 3 millions d'années, un disque protoplanétaire géant en rotation se brise en morceaux, et c'est ainsi que naissent les bébés planètes. Cette théorie est connue sous le nom de modèle de instabilité de disque. Quant au modèle élaboré par l'équipe, il semble soutenir cette deuxième théorie, moins favorisée, la formation rapide des planètes par instabilité du disque. Tout cela parce que cette théorie explique comment de grandes planètes peuvent se former relativement rapidement à des distances assez importantes de leurs étoiles hôtes. Quant à l'étrange forme aplatie de ces planètes nouvellement formées, cela pourrait être dû aux matériaux qui tombent sur elles. Très probablement, ils se dirigent principalement vers les pôles des nouvelles planètes. L'une des principales conclusions de la recherche est que l'apparence des jeunes exoplanètes, telles que nous les voyons depuis la Terre, peut varier en fonction de leur angle. Si la Terre est dirigée de face vers une exoplanète, il semblera que cette dernière est une forme sphérique traditionnelle. Mais si elle est vue de côté, une jeune exoplanète ressemblera à une vraie Smartie. L'équipe va continuer à enquêter sur la formation des planètes avec l'aide d'un modèle informatique amélioré. Il croit pouvoir découvrir le rôle que joue l'environnement autour d'une jeune planète dans l'affectation de sa forme et de sa formation. Qu'est-ce que la zone habitable? Dans ma chambre, c'est sans doute le seul coin encore épargné par les débris de nourriture et les jeux vidéo. Mais en astronomie, cette zone désigne une région autour d'une étoile où la température permet à l'eau de rester liquide. Trop chaude, elle s'évapore. Trop froide, elle gèle. À l'image de la soupe de boucle d'or, cette zone est juste comme il faut
pour que de l'eau liquide subsiste, condition essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Les 3 ours ne diront pas le contraire. La taille de cette zone dépend directement de la température de l'étoile qu'elle entoure. Toutefois, elle ne garantit en rien la présence de vie. L'atmosphère d'une planète et la protection offerte par son champ magnétique y jouent également un rôle essentiel. Les scientifiques ont déjà identifié plus de 5000 planètes au-delà de notre système solaire, et seules 63 pourraient être propices à une forme de vie comparable à la nôtre. Une véritable loterie cosmique. La bonne nouvelle, c'est que ce principe s'étend aussi aux lunes. Si celles-ci gravitent dans une zone habitable, elles pourraient elles aussi abriter des conditions favorables à la vie. Ce serait un véritable jackpot, 2 oasis pour le prix d'une. Dans notre système solaire, la zone habitable s'étend approximativement entre 129 et 168 millions de kilomètres du Soleil. De toutes les planètes situées dans cette bande, seule la Terre a vu poindre la vie. Mais imaginons un instant que nous puissions rendre toutes les planètes habitables. Commençons par Mercure. Avant toute chose, il faudrait offrir à Mercure une profonde transformation, épaissir son atmosphère, lui fournir un champ magnétique, et l'arroser généreusement d'astéroïdes riches en eau. Bref, c'est l'heure de la terraformation. Étant la planète la plus proche du Soleil, Mercure ne manque certes pas de lumière. En vérité, elle aurait surtout besoin de se rafraîchir. Sa température atteint aujourd'hui les 430 degrés Celsius. Bien trop chaud, comme le ferait remarquer Papa Ours. C'est pourquoi il faudrait déplacer la planète vers une orbite plus clémente, environ 2 fois plus éloignée du Soleil. Grâce à la terraformation et à un climat désormais tempéré, l'eau finirait par apparaître. Et si nous souhaitons un environnement véritablement confortable, nous pourrions bâtir des habitats souterrains, ou bien en surface, à condition de les protéger efficacement contre la chaleur et les radiations. Avec un peu d'ingéniosité, tout est possible. Après tout, des gens vivent en Arizona, n'est-ce pas? Il ne manquerait plus que les terrains de golf. Abordons à présent Vénus, cette fameuse planète de l'amour, où les températures sont si extrêmes qu'elles suffisent à faire fondre le plomb, et où la pression atmosphérique est telle qu'elle pourrait vous broyer en quelques secondes. Charmant, n'est-ce pas? Vénus est considérée comme la planète sœur de la Terre, mais comme dans bien des fratries, nous n'avons presque rien en commun. Tâchons d'y remédier. Si nous introduisions de l'hydrogène sur Vénus, il réagirait avec le dioxyde de carbone pour produire de l'eau et du graphite. L'eau nous permettrait de générer de l'oxygène. Mais pour mener ce projet à bien, il nous faudrait amasser de l'hydrogène spatial, comme s'il y avait soudain des soldes à prix cassés. Ensuite, il nous resterait à bâtir des logements capables de résister aux rafales et aux pluies acides. Une formalité, n'est-ce pas? Heureusement, avec la planète suivante, les choses deviennent bien plus simples. Mars est souvent vu comme la candidate idéale pour abriter une vie extraterrestre. C'est un monde rocheux, à l'atmosphère ténue, mais dont la surface montre des traces d'eau, et même des signes potentiels de vie microbienne. Aux yeux des Martiens, c'est sans doute nous, les extraterrestres. Dans l'optique de terraformer Mars, la présence d'océans serait essentielle. Elle contribuerait à en épaissir l'atmosphère et à en réchauffer la surface. Il ne resterait plus qu'à provoquer une nouvelle pluie d'astéroïdes, ou bien à installer d'immenses miroirs pour réfléchir la lumière solaire et faire fondre les glaces. Tout simplement. Dès l'apparition d'étendues océaniques sur Mars, la planète amorcera lentement sa transformation en un monde verdoyant, comparable à notre Terre. Il ne restera plus qu'à y ériger des habitats artificiels, en veillant à leur offrir tous les attributs du confort domestique. Rendre les planètes telluriques habitables n'est pas si insurmontable, comparé aux géantes gazeuses. Jupiter, par exemple, est dépourvu de surface solide, rendant sa colonisation pratiquement irréalisable. Il nous faudrait redoubler d'inventivité. Pourquoi ne pas envisager des structures flottantes, suspendues dans les nuages, là où température et pression rappellent celles de la Terre? Il suffirait ensuite de les isoler des petits désagréments, tels que des vents dépassant 640 km/h et des éclairs à chaque minute. Mais si nous parvenions à ériger des habitations dans l'atmosphère jovienne, les panoramas qui s'offriraient à nous seraient d'une rare magnificence. Imaginez-vous éveillé chaque matin face à ces bandes colorées et à ces nuées en perpétuel mouvement, ou bien flânant dans l'épaisse atmosphère de cette géante gazeuse. Effrayant sans doute, mais spectaculaire. Prenez garde à ce balcon. Nous pourrions aussi recourir à des technologies avancées afin de rendre l'atmosphère de Jupiter respirable. Un système qui transformerait ces gaz pour libérer de l'oxygène. Cela relève aujourd'hui de la science-fiction, mais quelle idée fascinante. Abordons maintenant Saturne, autre géante gazeuse dénuée de surface solide, apte à accueillir la vie. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu.
Comme pour Jupiter, nous pourrions concevoir des habitats flottants dans les couches supérieures de son atmosphère. Une vie suspendue dans un nuage de luxe, bien que le loyer soit stratosphérique. On pourrait également envisager de recouvrir la planète d'un vaste bouclier, semblable à un parapluie spatial, car dans l'espace, ce ne sont pas les gouttes d'eau qui tombent, mais les rayons cosmiques. Cette barrière servirait à nous préserver des radiations et des vents solaires, rendant le climat saturnien plus clément. Rappelons-nous notre récente évocation des lunes. Titan, satellite de Saturne, possède une atmosphère épaisse ainsi que, probablement, un océan souterrain. Quant à Encelade, il dissimule lui aussi une mer sous sa croûte. Ces deux astres représentent des candidats idéaux pour une implantation humaine, bien plus accessible que Saturne. Uranus est une géante de glace, composée de fluides denses et froids tels que le méthane, l'ammoniac et l'eau. Sa température de surface avoisinant les -214 degrés témoigne d'un froid extrême. Dès lors, comment pourrions-nous rendre cet environnement habitable? L'une des solutions consisterait à générer un effet de serre contrôlé. Ce phénomène naturel permet, sur Terre, de stabiliser les températures, lorsque ce n'est pas nous qui en sommes à l'origine. Quand la lumière solaire traverse l'atmosphère, une fraction est retenue par les gaz dits à effet de serre, formant une enveloppe thermique autour de la planète. Cela fonctionne, tant que nous ne le perturbons pas. Pour réchauffer une géante glacée telle qu'Uranus, il conviendrait d'amplifier cet effet. Nous pourrions, par exemple, enrichir son atmosphère en gaz appropriés, ou concevoir un vaste réseau de miroirs destiné à capter la chaleur solaire. Mais une telle entreprise exigerait une logistique titanesque, sans parler de la précision requise pour en ajuster l'orientation. Il serait sans doute plus raisonnable de s'intéresser aux lunes d'Uranus. Leur surface rocheuse, voire la présence d'océans internes, pourrait en faire des havres propices à la vie, et les panoramas qu'elles offrent sont tout simplement sublimes. Passons maintenant à Neptune, dernière étape de notre périple, une autre géante de glace, dont l'année dure 165 révolutions terrestres. Façonnez d'abord une atmosphère. Celle de Neptune est essentiellement constituée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Pas vraiment idéal. Il nous faudrait y apporter des végétaux ou d'importantes quantités d'oxygène afin de la rendre un tant soit peu respirable. Mais comment ajouter de l'eau à une géante gazeuse? Il faudrait peut-être exploiter la glace présente sur ces lunes, ou bien envisager le transport de vastes quantités d'eau depuis la Terre. Imaginez un groupe de vaisseaux tractant d'immenses réservoirs en direction de Neptune. Et une fois la planète dotée d'une atmosphère respirable et d'eau liquide, il nous faudrait y édifier des habitats. Sans doute une nouvelle cité flottante, car on n'en a jamais trop. Imaginons que, par un miracle, toutes les planètes soient devenues habitables. Que se passerait-il? Cela relancerait sans doute l'exploration et la colonisation spatiale. Des habitations apparaîtraient un peu partout. On pourrait migrer de Mercure à Neptune simplement pour vivre dans un climat plus frais. Davantage de planètes habitables offriraient aux scientifiques l'occasion d'en apprendre davantage sur la Terre. Cela conduirait à de nombreuses découvertes. Et le commerce interplanétaire pourrait commencer. Extraction massive de ressources sur les planètes, les lunes et les astéroïdes. De quoi ravir certains milliardaires. Naturellement, tout ne serait pas idyllique. De telles entreprises provoqueraient inévitablement des rivalités liées aux ressources ou au territoire. Imaginez devoir arbitrer des tensions entre Martiens et habitants de Jupiter. Au-delà des plaisanteries, envisager un système solaire intégralement habitable demeure fascinant. Toutefois, une terraformation d'une telle ampleur est hors de portée, pour l'instant. Mais qui sait? Bien des choses jugées autrefois impossibles sont devenues réalité. Alors, continuons de rêver, tout en prenant soin de la planète que nous avons déjà. Cela fait des décennies que les scientifiques découvrent de nouvelles planètes hors de notre système solaire. D'ici fin 2023, nous pourrions en avoir trouvé plus de 5000. Et beaucoup de ces exoplanètes pourraient même potentiellement abriter la vie. Maintenant, si tu es prêt pour une course folle à travers l'espace, penchons-nous sur les planètes potentiellement habitables que nous avons découvertes au cours des dernières années. Voici LP-890-9b et LP-890-9c. Attache ta ceinture car nous nous dirigeons vers LP-890-9, une naine rouge située à 105 années-lumière de la Terre. Cette étoile est assez froide par rapport à notre Soleil, soit une température d'environ 2593 degrés Celsius. Elle a beau être relativement petite, elle recèle pourtant bien des surprises. Ainsi, 2 exoplanètes orbitent autour d'elle,
De plus, ces deux planètes sont probablement telluriques, autrement dit rocheuses, tout comme notre Terre. Tout d'abord, nous avons LP 890-9b, qui a été découverte en 2022 à l'aide du télescope TESS, et confirmée plus tard par le télescope Speculus. Cette planète est une super-Terre, représentant environ 13 fois la masse de notre propre planète. Elle est également légèrement plus grande que cette dernière, avec un rayon environ 30% supérieur. Et si tu pensais que l'orbite de Mercure autour du Soleil était rapide, celle de LP 890-9b risque de te laisser pantois. Il lui faut environ 3 jours pour accomplir un tour autour de son étoile. Imagine que tu t'endormes dans un hiver glacial et que tu te réveilles dans la chaleur estivale. Mais la véritable surprise est sa voisine, LP 890-9c. Elle a également été découverte par le télescope Speculus. Elle est un peu plus éloignée de son étoile et son orbite est 2,5 fois plus longue que celle de LP 890-9b. Elle est également un peu plus grande que la Terre. Mais son plus grand intérêt réside dans son emplacement au sein de la zone habitable de son étoile. Cela signifie qu'elle pourrait potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface et un climat propice à la vie. Cette planète est devenue une candidate de choix en vue de l'étude de son atmosphère, à l'aide du télescope spatial James Webb. Mais attends un peu, tout n'est pas rose bonbon sur LP 890-9c. Elle est aussi très proche de son étoile, ce qui signifie qu'elle est constamment bombardée de radiation qui pourrait potentiellement la rendre bien moins vivable. Et pour couronner le tout, elle se trouve en rotation synchrone avec la naine rouge, de la même façon que notre Lune. Cela signifie qu'un côté de la planète fait constamment face à l'étoile et est incroyablement chaud, tandis que l'autre est perpétuellement plongé dans l'obscurité, ainsi qu'un froid glacial. Des simulations suggèrent que cette planète pourrait s'apparenter davantage à Vénus en termes d'atmosphère et de climat. Et Vénus, tu sais, n'est pas connue pour être spécialement accueillante envers les humains. Mais malgré ses difficultés, LP 890-9c demeure une exoplanète fascinante qui mérite d'être étudiée de façon plus approfondie. Qui sait quel secret elle peut receler? Passons aux candidates suivantes. GJ1002b et GJ1002c. Une équipe internationale de scientifiques, dirigée par des chercheurs de l'Institut d'astrophysique des Canaries, a découvert deux planètes semblables à la Terre à seulement 16 années-lumière de notre propre système solaire. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une naine rouge, baptisée GJ1002. Notre Soleil est une naine jaune, ce qui signifie que GJ1002 est beaucoup plus froide et moins lumineuse que notre astre. Mais ce n'est pas grave. Les deux planètes sont très proches de leur étoile, il ne devrait donc pas y faire trop sombre ou trop froid. Ces planètes, nommées GJ1002b et GJ1002c, se trouvent toutes deux dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Ce qui signifie qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. De plus, elles ont toutes deux une masse similaire à celle de la Terre. GJ1002b est la planète la plus proche et met environ 10 jours pour orbiter autour de son étoile, tandis que GJ1002c met un peu plus de 21 jours. Ces planètes sont d'excellentes candidates pour l'étude de leur atmosphère et pourraient même être des cibles de choix pour de futures missions à la recherche d'éventuels signes de vie. Le plus important, c'est que ces deux planètes pourraient potentiellement abriter des organismes vivants. Et ça, ce n'est pas rien. De plus, le fait qu'elles soient situées si près de nous signifie que nous pourrons peut-être les visiter. Enfin, peut-être pas nous personnellement, mais bon, tu vois le topo. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons même une vie extraterrestre sur l'une de ces planètes. Ça, ce serait du jamais vu. Mais passons à la planète suivante. Kepler 1649c, également surnommée l'exoplanète perdue, a été redécouverte en 2022 par des scientifiques en exploitant les données de la sonde spatiale Kepler de la NASA. Cette exoplanète est située à environ 300 années-lumière de la Terre et orbite autour d'une petite étoile froide du nom de Kepler 1649. Elle a à peu près la même taille que la Terre et, comme les précédentes, se trouve dans la zone habitable de son étoile. Dans un premier temps, les données concernant cette planète avaient été écartées. Un programme informatique spécial baptisé RoboVeter, conçu pour passer automatiquement au crible les volumes de données recueillis sur Kepler, avait conclu que cette candidate n'était qu'un faux positif. En d'autres termes, le programme avait estimé qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une banale interférence. Heureusement, les chercheurs vérifient toujours ce genre de choses à 2 fois. Et en réexaminant leurs données, ils ont réussi à sauver la pauvre Kepler 1649c de l'oubli. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'une planète tellurique, tout comme la Terre. Et si elle contient vraiment de l'eau, il pourrait même y avoir de la vie.
Mais ne t'empresse pas de faire tes valises. Il reste encore de nombreuses inconnues au sujet de Kepler 1649c. Par exemple, nous ne savons pas à quoi ressemble son atmosphère, ni de quel type est sa surface. Il est également possible que la planète soit verrouillée gravitationnellement avec son étoile, tout comme LP 890-9c. Et ça, ce serait vraiment pas top. C'est pourquoi Kepler 1649c mérite d'être étudié plus en détail. Peut-être s'agira-t-il de l'endroit idéal où poser son mobil-home à l'avenir. N'oublie pas de te munir d'une bonne dose de crème solaire, car la planète est très proche de son étoile et les choses pourraient vite s'avérer torrides. Kepler 1638b. Cette exoplanète se situe à environ 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile. Elle a été découverte en 2020 par la sonde Kepler au moyen d'un processus appelé transit. La sonde prend plusieurs photos de l'étoile à différents moments. Ensuite, les programmes informatiques analysent ces clichés à la recherche de points et de petites taches. Ces petites baisses de luminosité peuvent signifier qu'une planète est passée près de l'étoile. Kepler 1638b est une planète un peu particulière, comparée à la plupart des exoplanètes que nous avons trouvées jusqu'à présent. Sa masse est environ 4 fois supérieure à celle de la Terre et son diamètre environ 2 fois plus grand, ce qui en fait une exoplanète de type super-Terre. Sa période orbitale est d'environ 260 jours, ce qui est assez proche de celle de notre planète. Et ça, c'est encourageant. Enfin, un endroit où l'hiver et l'été se dérouleront normalement. Kepler 1638b pourrait également contenir de l'eau liquide. C'est pourquoi c'est une excellente candidate pour une étude plus approfondie visant à déterminer s'il est possible d'y trouver de la vie. Espérons que nous en apprendrons plus sur cette planète à l'avenir. Et enfin, la dernière de la liste. Kepler 438b. Kepler 438b est une exoplanète située à environ 640 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre. Elle a été découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler. Certains des aspects les plus intéressants de Kepler 438b sont sa taille et son emplacement. Elle a à peu près le même volume que la Terre et orbite également dans la zone habitable de son étoile. Mais il y a quelques bémols. Tout d'abord, Kepler 438b orbite autour d'une naine rouge, connue pour ses niveaux élevés de rayonnement solaire, ainsi que ses éruptions. La surface de la planète pourrait donc être trop hostile à la vie telle que nous la connaissons. En outre, une année sur Kepler 438b est beaucoup plus courte, puisqu'elle ne dure que 35 jours terrestres. Cela pourrait entraîner des fluctuations de température extrêmes à la surface de la planète. Mais peut-être abrite-t-elle des formes de vie extraterrestres robustes, qui se sont adaptées à ces conditions uniques. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça vaut toujours la peine de garder un œil dessus. Voilà, c'était une petite liste d'exoplanètes découvertes au cours des dernières années. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous serons en mesure de découvrir de nouvelles exoplanètes beaucoup plus fréquemment. On ne peut qu'espérer que quelques-unes d'entre elles se révéleront être habitées. Coloniser d'autres planètes, c'est un peu l'aventure cosmique suprême. Ce défi a nourri l'imagination des hommes pendant des siècles, et nous en rêvons encore aujourd'hui. L'une des meilleures candidates est la planète Mars. Ce n'est pas surprenant. Mars est une planète rocheuse qui ressemble à la Terre à bien des égards, et sa surface présente même d'anciennes traces d'eau. Cela en fait donc une destination de choix pour la colonisation. De nombreux scientifiques travaillent sur des projets visant à envoyer des humains là-bas afin d'y établir une communauté permanente. Mais y a-t-il d'autres candidates ? Il y a de nombreuses planètes et lunes dans notre système solaire. Alors, pourquoi ne pas se tourner vers d'autres destinations ? Par exemple, Cérès. Cérès est un véritable joyau. C'est une planète naine, pas une planète à part entière, tout comme Pluton. Elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est minuscule. Elle fait à peu près la taille du Texas. Alors, pourquoi la choisir ? Parce que Cérès pourrait abriter de précieuses ressources. Sa surface est couverte de cratères et d'autres particularités géologiques. Et les scientifiques pensent qu'au-dessous, il y a une épaisse couche de glace d'eau. Ce qui signifie qu'en profondeur, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide. Si c'est le cas, Cérès pourrait constituer une précieuse ressource pour nos futures missions. Elle pourrait fournir l'eau nécessaire à notre exploration du système solaire.
Alors, pouvons-nous la coloniser? Et si oui, comment faire? En fait, de nombreux scientifiques et passionnés de l'espace ont proposé cette idée. Pour coloniser Cérès, il faudrait utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées pour établir des colonies sur la Lune, sur Mercure et sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver comment s'adapter à une atmosphère très ténue, à des températures extrêmes, à la pression et à tout un tas de choses désagréables. Mais gardons espoir. Au final, il ne s'agit que d'une question de ressources. Nous aurons besoin d'eau, de minéraux et d'autres matières premières. Ainsi, nous pourrions créer une colonie autonome. Et par chance, Cérès en regorge. Nous commencerions par installer des habitations dans les cratères. Nous construirions des dômes pour nous protéger de toutes sortes de dangers, comme les radiations. Nous exploiterions également le régolithe de la ceinture d'astéroïdes. Le régolithe, qui est la partie du sol recouvrant la roche-mère, résulte d'une altération cosmique. C'est un peu comme la couche superficielle de la surface lunaire. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que nous pourrions l'utiliser pour imprimer en 3D des fondations près de la glace, afin que nos bases soient situées près de l'eau. Nous utiliserions ensuite ces fondations pour imprimer d'autres structures, comme des maisons. Nous collecterions également de la glace et des molécules organiques pour créer de l'eau. Et en combinant l'eau avec le régolithe, nous obtiendrions un sol dans lequel faire pousser des plantes et de la nourriture. Merveilleux! Il y a aussi une autre option, créer une colonie sous le sol, c'est-à-dire juste à côté de la croûte glacée de la planète. Si dans l'avenir notre science nous le permet, nous pourrions accélérer la rotation de Cérès. Ça a l'air fou, mais ce serait très bénéfique. Cela nous aiderait à créer une gravité artificielle dans les colonies souterraines. En parlant de gravité, tout ça est bien intéressant, mais parlons des difficultés qui nous attendent lors de cette colonisation. Pour nous installer sur Cérès, nous devrons relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, développer une technologie nous permettant de nous rendre sur cette planète. Soit des vaisseaux capables d'effectuer des vols de longue durée dans l'espace lointain. Pour cela, il nous faudra d'abord créer une technique de propulsion nucléaire thermique ou nucléaire électrique, et un type de carburant extrêmement performant. Ensuite, il nous faudra une technologie capable de préserver la vie sur ce petit monde rocheux, c'est-à-dire des outils pour extraire et utiliser les ressources disponibles. Et comme il n'y a pas d'atmosphère sur Cérès, nous devrons porter des combinaisons et vivre dans des habitats pressurisés. Et ce n'est qu'un début. Vivre sur cette planète ne sera pas une mince affaire. Par exemple, comment faire face aux températures extrêmes, ou aux radiations, ou encore à la gravité incroyablement faible évoquée plus haut. Ce dernier point est certainement l'un des plus gros problèmes. La gravité de Cérès ne représente que 3% de celle de la Terre. Tu ne voudrais pas t'envoler dans l'espace pendant que tu joues au football, n'est-ce pas? Mais le fait qu'un simple bond puisse t'entraîner dans un voyage sans fin n'est pas le seul problème. Même si tu restes à la surface de la planète, tu rencontreras les mêmes soucis que les astronautes de la Station spatiale internationale. Par exemple, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse, une baisse de la vision, une détérioration du système cardiovasculaire. Eh ben, qui aurait cru que la gravité était si importante? Si nous voulions survivre sur Cérès, il nous faudrait donc soit un tas de médecins, soit une gravité artificielle. Et n'oublie pas que cette faible gravité ralentira aussi notre travail. Bien sûr, nous ne pouvons aller nulle part sans argent. Coloniser Cérès coûtera extrêmement cher, surtout si l'on tient compte de tout ce qui précède. Mais Cérès est quand même l'une des meilleures candidates pour la colonisation. Par exemple, on y trouve beaucoup de méthane et d'ammoniac. Ils peuvent être transformés en combustible ou en azote gazeux. Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour coloniser Mars et Vénus? Cette faible gravité a quelques avantages. Grâce à elle, le lancement de véhicules spatiaux serait grandement facilité.
Nous gaspillerions beaucoup moins de carburant et les voyages entre Cérès et d'autres planètes seraient beaucoup moins chers. Ainsi, même si Cérès ne devient pas notre résidence permanente, elle peut devenir un bon pôle de transport, une espèce de gare spatiale. Nous pourrions l'utiliser comme base pour extraire des matériaux utiles dans la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, nous transporterions tout ça vers Mars ou vers la Terre. Elle pourrait également devenir une station de ravitaillement pour les vaisseaux qui voyagent au-delà du système solaire. Toute cette science-fiction est plutôt géniale, n'est-ce pas ? Mais je crois que toute tentative de création d'une base permanente dans la ceinture d'astéroïdes devra attendre. La colonisation d'autres planètes est une tâche difficile et complexe. Elle nécessitera la coopération et l'expertise de nombreuses personnes différentes, ainsi que le développement de nouvelles technologies et la résolution de nombreux problèmes. Avant d'aller sur Cérès, nous devons construire des infrastructures sur la Lune, sur Mars et quelque part entre les deux. Sinon, l'entreprise coûtera beaucoup trop cher et échouera très probablement avant même que nous ayons pu atteindre la planète naine. Mais plus nous créerons de colonies, plus nous aurons de chances de nous installer un jour sur Cérès. Cela ouvrira non seulement la ceinture d'astéroïdes à l'exploitation économique, mais nous servira également de tremplin vers les confins du système solaire. La colonisation des lunes de Jupiter pourrait s'en suivre. En d'autres termes, la colonisation de Cérès pourrait rapporter gros. Non seulement elle nous permettrait d'explorer et de comprendre tout ce monde fascinant, mais elle pourrait également nous fournir des ressources précieuses qui nous aideraient à poursuivre l'exploration et la colonisation du système solaire. La vie sur Cérès serait difficile, mais passionnante, car les humains auraient là un nouveau foyer afin d'explorer les mystères de l'univers. Imagine tous les nouveaux restaurants et magasins que nous pourrions avoir. Bienvenue à Cérès Marché, où tout est extraordinaire. Si tu aimes les chasses au trésor cosmique, Cérès est bien la destination qu'il te faut. Pense simplement à mettre des poids à tes pieds afin de ne pas t'envoler. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace, comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques, elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète ? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde ? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire. Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisins cosmiques avec qui faire un barbecue. Ouch. C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique ? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur.
Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous ? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam ! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène, ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins. Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roches. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines ? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roches. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés. Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier. La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jours, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante, là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs duveteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus ? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises.
des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains. Ils pourraient abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... Eh bien, tu vois ce que je veux dire, non ? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps, mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis, mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la. Il n'y a presque aucune similitude entre la Terre et Jupiter. La nôtre est une petite planète toute gentille avec des plantes et des pandas mignons. Jupiter est une horreur gazeuse géante avec des ouragans furieux qui ne s'arrêtent jamais. Et si tu tombais sur cette planète, tu pourrais littéralement voler au travers. Mais que se passerait-il si notre Terre avait la taille du père du système solaire ? Oh, ça va être marrant. Jupiter est une planète si grande que je parie que tu ne peux même pas visualiser son échelle. Son rayon est environ 11 fois supérieur à celui de la Terre et sa masse est environ 316 fois plus grande. Donc, pour transformer la Terre en une autre Jupiter, il faudrait multiplier son rayon par 11. Si la densité de la planète restait la même, alors la masse de notre nouvelle Terre augmenterait considérablement. En fait, elle deviendrait jusqu'à 4 fois plus importante que celle de Jupiter. Bien sûr, ces changements ne se feraient pas sans quelques accros. La toute première chose que l'on remarquerait immédiatement, non, ce n'est pas la taille, mais la gravité. Elle augmenterait d'environ 11 fois par rapport à celle de notre ancienne Terre. Les scientifiques affirment que nous pourrions effectivement survivre sur une planète avec une plus grande gravité, mais seulement si elle n'était que 5 fois supérieure à celle que nous connaissons maintenant. Admettons que nous ayons le goût du risque, toujours prêts à défier les lois de la physique. À quoi ressemblerait notre vie ? Eh bien, pas vraiment à une partie de plaisir. Après chaque pas, tu devrais t'asseoir sur un banc et faire une pause, comme si tu venais de courir un marathon. En effet, il serait à ce point difficile de marcher. Oh, et bonne chance pour te relever ensuite. Pour pouvoir se déplacer d'une manière ou d'une autre sur cette planète, il faudrait devenir vraiment baraqué. Il n'y aurait plus de problème avec la malbouffe, car il faudrait être un véritable haltérophile pour atteindre le réfrigérateur. La force de gravité affecte non seulement les mouvements, mais aussi la taille de toute chose. Sais-tu que de nombreux astronautes gagnent quelques centimètres grâce à l'apesanteur dans l'espace ? Donc, si tu en as assez d'être petit, voici une solution pour toi. D'un autre côté, une forte gravité nous rendrait tous plus trapus. Cela ne vaudrait pas seulement pour les humains, mais pour tout ce qui se trouve sur notre planète. Les arbres deviendraient très petits. Pour pousser vers le haut, ils doivent déplacer l'eau de leurs racines vers leurs branches, ce qui serait irréalisable avec une telle gravité. Alors ils se transformeraient tous en de petits buissons. De même, plus de montagnes. Même les plus grandes finiraient par s'affaisser. Mais au moins à présent, l'Everest semblerait à la portée de tout le monde. Cela s'appliquerait aussi aux animaux. Nos animaux de compagnie devraient rapidement évoluer en des corgis bodybuildés, juste pour pouvoir trottiner tant bien que mal. Oh, et dis adieu aux oiseaux, bien entendu. Si tu penses que tout cela ne suffit pas, ajoutons une autre chose. Il nous serait très difficile de respirer. La pression atmosphérique augmenterait de façon spectaculaire. C'est parce que la Terre commencerait à attirer l'air vers elle avec une force colossale. Tu en sentirais littéralement le poids sur tes épaules. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de devoir faire une pause après chaque pas. Maintenant, imagine qu'il te faudrait également respirer à travers un oreiller. Oui, et ce n'est pas tout. La pression atmosphérique joue un rôle important dans le comportement des molécules d'eau. Il serait beaucoup plus difficile pour l'eau de bouillir ou de se transformer en glace. La plupart des icebergs fondraient et il est possible que nous n'ayons plus de nuages non plus. Toute la vapeur d'eau s'abattrait sur nous sous la forme de torrents de pluie diluvienne. Nous aurions de la chance si nous n'étions pas tous submergés instantanément. Mais étrangement, il se trouverait aussi quelques avantages.
Par exemple, le monde qui nous entoure deviendrait beaucoup plus spacieux. En supposant que nous ne soyons pas inondés, il y aurait même un tas de zones complètement désertes sur notre planète. Peut-être que les prix de l'immobilier baisseraient enfin. Mais ces zones inexplorées resteraient très probablement, inexplorées, puisqu'il nous serait extrêmement difficile de voyager à travers les mers et les océans. Non seulement parce que se déplacer à travers les eaux serait incroyablement compliqué, mais aussi parce que tous les plans d'eau de la planète deviendraient 10 fois plus vastes. L'idée même de se perdre dans l'océan est effrayante, mais imagine qu'il soit 10 fois plus profond et plus grand. Oh oh! Donc, plus de bateaux. Et oublie l'idée de prendre l'avion, ou de visiter l'espace un jour. Mais il semble que ce ne soit pas tout. Si la Terre avait la taille de Jupiter, des volcans se mettraient à faire rage de toutes parts. En raison de l'augmentation de sa masse, la Terre deviendrait terriblement instable. Tous les volcans éteints redeviendraient actifs, et il y aurait de la lave et des gaz toxiques partout. En 1883, l'éruption la plus destructrice de l'histoire de l'humanité a eu lieu, l'éruption du volcan Krakatoa. Elle s'est produite sur une petite île, mais les gens de toute la planète ont pu en ressentir les conséquences. L'éruption a anéanti cette île, déclenché de nombreux tsunamis et des nuages de gaz toxiques se sont répandus sur des kilomètres à la ronde. Maintenant, imagine la même chose, mais en 10 fois pire. C'est ce qui se passerait sur notre Terre de la taille de Jupiter. Ce qui arriverait serait comparable à la chute de la météorite de Chicxulub, celle qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre. Ensuite, des gaz toxiques se sont répandus sur toute la planète, provoquant l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. Oh, et cerise sur le gâteau, nous perdrions aussi notre champ magnétique. Le champ magnétique est très important pour la vie sur Terre. Selon Rory Barnes de l'Université de Washington, il protège la vie sur notre planète des désagréments de l'espace, ce qui signifie toutes sortes de radiations et autres vents solaires. Il existe un noyau de fer fondu au cœur de notre planète, qui est responsable de la production du champ magnétique. Si la pression exercée sur ce noyau augmentait à cause de la gravité, il pourrait se solidifier. Et à cause de cela, le champ magnétique de la Terre disparaîtrait. Nous serions alors exposés aux effets des radiations cosmiques. C'est trop effrayant pour y penser. Très bien, maintenant nous savons que vivre sur cette nouvelle Terre serait un véritable cauchemar. Mais qu'en est-il de l'espace extra-atmosphérique ? Tu as probablement entendu dire que Jupiter, grâce à sa forte gravité, nous protégeait des astéroïdes. Eh bien, c'est nous qui hériterions de ce sale boulot. Jupiter rencontre environ 24 000 impacts par an, et ce serait désormais notre destin. Tu te souviens que j'ai parlé de la météorite de Chicxulub ? Des tragédies similaires arrivent à notre planète une fois tous les 100 millions d'années environ. Mais si elle acquérait la taille de Jupiter, ces machins nous rendraient visite tous les vendredis soirs. De plus, nous devrions dire bye-bye à notre Lune. Notre satellite naturel est trop proche de nous. Donc, si la Terre grandissait, ce serait une véritable catastrophe. Nous regarderions littéralement la Lune se déchirer dans le ciel. Bien sûr, après cela, tous ces fragments s'écraseraient sur nous. Une théorie affirme qu'il y a des milliards d'années, la Lune s'est pour ainsi dire séparée de la Terre et que ces morceaux se sont rassemblés en une boule. En l'occurrence, ce serait comme regarder sa formation se rembobiner. Et même si la Lune survivait à cela, en restant en quelque sorte dans l'orbite de la Terre, les changements dans nos marées seraient tout de même spectaculaires. Les conséquences de ces altérations seraient absolument imprévisibles, mais il est plus que probable qu'une série de tsunamis en fasse partie. D'un autre côté, nous gagnerions probablement quelques nouvelles lunes. Jupiter en compte jusqu'à 79. Ce serait probablement un spectacle à couper le souffle. Si seulement les nuages de gaz de toutes ces éruptions volcaniques ne bloquaient pas la vue. De plus, l'apparition d'une deuxième planète géante aurait des conséquences importantes pour tout le système solaire. Ne t'inquiète pas, les autres planètes ne s'écraseraient pas directement sur nous. Beaucoup de gens sous-estiment à quel point les planètes sont éloignées les unes des autres. Mais toutefois, la nouvelle Terre décalerait un peu les orbites des autres planètes et affecterait leur vitesse de rotation. Et la Terre elle-même tournerait autour du Soleil beaucoup plus lentement, en raison de son énorme masse. Par exemple, une année sur Jupiter équivaut à 12 années terrestres. Tout cela, bien sûr, affecterait grandement les saisons et le climat en général. Alors, y aurait-il encore de la vie sur Terre ? C'est une question pour le moins audacieuse.
Mais si un jour nous parvenons à trouver une super-Terre habitable, d'une taille proche à celle de Jupiter, il serait très intéressant d'y jeter un coup d'œil.